petit bâtard, je MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour notre première capsule du rendez-vous queer de la semaine. On est ici réunis pour discuter de comment concrètement on va réussir à renverser le capitalisme cis-hétéropatriarcal. Mais avant de lancer nos thérapies de reconversion, on va commencer par reposer un petit peu les bases et discuter non-binarité. Donc, je me présente, on m'appelle Lucifer et j'utilise le pronom elle. Moi c'est Robin et j'utilise les pronoms il ou elle et voici notre invité. Alors bonjour, moi c'est Rina. Du coup en l'occurrence, étant donné que c'est un sujet sur la non-binarité, je suis la personne non-binaire du coup. Je m'appelle Rina et effectivement mes pronoms c'est elle et elle en fait. Voilà. Ok, avant tout on va faire une petite définition de ce qu'est la non-binarité pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai pris celle de Karine Espinera qui est une professeure à Paris 8. Et donc elle définit la non-binarité comme le refus de l'inscription dans le genre avec entre guillemets les refus de tous les genres qui vont avec. Et qui permet donc de défaire la hiérarchie des genres et de refuser un univers où il n'y aurait que les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Est-ce que tu penses que c'est une définition valide, toi ? Bah, on va pas dire que non, hein, évidemment. Enfin, ouais, c'est quelque chose qui colle effectivement, du moins à mon point de vue, ma propre expérience de la non-binarité, en fait. Enfin, je tiens quand même à préciser que la non-binarité va jamais s'articuler d'une seule et même manière pour une intégralité de personnes, mais va se faire un peu au cas par cas et va mettre un peu ce qu'il veut, elle veut, en fait, à l'intérieur de sa catégorie-là. Donc effectivement, moi si je devais donner mon point de vue en fait sur cette question-là, ça serait que effectivement, moi je reconnais pas qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme et qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme, en considérant dans un premier temps en fait la construction sociale qui va adhérer sur le stéréotype de l'homme et le stéréotype de la femme. Donc je me dis, je suis parti d'une sorte de constat en fait, de me dire mais un homme, qu'est-ce que c'est finalement, à part un appareil génital qu'on ne voit pas en fait au quotidien tout simplement. Donc est-ce que ça veut tout simplement dire avoir des cheveux courts, porter des joggings, porter des vestes de costume, du coup inverse pour les femmes en fait, en l'occurrence, est-ce que c'est uniquement porter des jupes, du maquillage et autres, alors que concrètement chaque personne a la possibilité de mettre ce qu'elle veut sur son corps, sur son visage, de se tenir de la manière qu'elle a envie de se tenir, de parler de la manière dont elle a envie de parler. Et donc, effectivement, pour moi, la non-binarité, c'est à la fois être un homme et être une femme, et ne pas être ni un homme ni une femme, parce que du coup, ça fait pas vraiment sens en fait dans cet univers-là, quoi. Et on dit bonsoir à Artie Boomshaka, je sais pas si c'est comme ça que tu prononces, qui est parmi nous. Du coup, en fait, par rapport à ce que tu disais des rapports, qu'est-ce que doit être un homme, qu'est-ce que doit être une femme, est-ce que tu considères que la non-binarité, c'est une identité ou une expression, ou les deux Alors, est-ce que pour nos auditeurs auditrices, on peut commencer par donner la différence entre une identité et une expression de genre, ouais. De genre. Je vais me lancer du coup. Alors l'identité, on me reprend encore une fois si jamais je me trompe ou quoi, mais l'identité de genre, ça va être le sentiment d'appartenance, le fait de se sentir comme remplacé avec la suite, tandis que l'expression de genre, c'est bien ça la question, l'expression de genre va être aussi dénommée avec le passing en fait, soit ce qu'on renvoie en fait socialement aux individus qu'on va croiser, et donc potentiellement la catégorisation dont on va être l'objet d'un point de vue du regard social en fait. Mais alors ça, du coup, au quotidien, est-ce que ça pose pas des problèmes parce que tu es né assigné homme, Yes. Et donc parfois dans l'espace public tu peux être plutôt reconnu comme un homme, peut-être parfois plutôt reconnu comme une femme, et en fait on est culturellement un peu des machines à binariser. Quand on rencontre quelqu'un, on est incapable de penser que c'est potentiellement autre chose que soit un homme, soit une femme. Et du coup, au quotidien, quand tu vas acheter ton pain, comment est-ce que tu gères si on dit monsieur et que t'as pas envie qu'on t'appelle monsieur ou
Alors concrètement, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est vrai que dans un premier temps, tu me parlais du fait de la catégorisation et c'est vrai qu'il y a des trucs aussi simples que quand on rentre dans un magasin, ça va être bonjour monsieur, bonjour madame. Alors que concrètement, on pourra faire une chose très très simple qui va être de dire bonjour en fait à la personne. Et effectivement, c'est à ce moment qu'on se rend compte que l'intégralité de nos rapports interindividuels en fait se fait selon cette catégorisation primaire qui va fonctionner avec la reconnaissance de l'expression de genre, du passing en fait, du passing. Donc pour moi, c'est une question qui est un peu complexe quand même parce qu'il y a des moments où on va dire que je vais me sentir... je vais rien faire de particulier, c'est-à-dire que je vais juste porter un vêtement, pas mettre de maquillage et autres. On va me dire madame, tandis qu'à certains moments, je vais plutôt essayer, du moins, je vais me sentir dans une attitude qui va plutôt être féminine, en fait, et on va me dire monsieur. Donc, finalement, ça me ramène juste au constat que des personnes prennent certains traits pour reconnaître une forme de féminité, certaines autres personnes vont prendre plutôt d'autres traits, afin de faire une image. Donc on constate que c'est ça, on prend des points sur le visage, les vêtements, les ongles, les sourcils, la voix en fait, et que sur ces éléments, il y en a certains qui vont apparaître comme plus forts que d'autres dans la reconnaissance. Notamment par exemple la pilosité qui va être associée à la masculinité et les artifices on va dire comme le maquillage par exemple qui vont être plutôt associés à la féminité. Et justement hier je suis tombé sur une étude qui a été menée en fait en psychologie sociale qui va consister en une présentation d'une plaquette en fait avec différents tiroirs qu'on retire au fur et à mesure. Donc dans un premier temps on enlève la tête, on demande, bon alors, est-ce que ça vous fait penser à un homme ou une femme? Donc on va répondre un homme, une femme. Ensuite, on va faire les jambes. Ensuite, on va faire la poitrine dans un troisième temps. Quand ça va être des seins, on va dire, effectivement, c'est féminin, c'est féminin. Quand il n'y en a pas, on va dire que c'est masculin. Donc du coup, on imagine une femme qu'on a découvert les trois premières parties. Et juste au moment où on enlève la partie du sexe, en fait, et qu'on met par exemple un pénis sur un corps dit féminin, directement on va dire que c'est un homme. Tandis que lorsque ça se passe pour un corps masculin et qu'on met du coup une vulve, il y a plus d'indifférence, il y a plus de au final peut-être que le pénis est caché, peut-être qu'il est petit, peut-être que c'est moins catégorique que pour la position quand on doit reconnaître une femme avec un pénis que reconnaître un homme avec un clitoris dans cette expérience quoi. Et donc ça montre quoi? Tout simplement que le point de vue est androcentré en fait, ça veut dire qu'on va ramener la majorité des éléments au sexe en fait, au sexe biologique en fait, et voilà quoi. Je sais pas si j'ai fini mon idée mais non mais c'est ça qui est intéressant là. Il y a j'avais travaillé sur Thierry Hoquet qui est un biologiste qui travaille et qui a écrit un livre qui s'appelle Les innombrables sexes. Donc lui il travaille beaucoup plus sur l'aspect biologique et ce qui est fascinant c'est qu'il explique que on pourrait effectivement globalement chez les êtres vivants et particulièrement les humains voir biologiquement un être mâle et un être femelle. Mais qu'en fait, pour compter, si on voudrait réfléchir comme ça à compter le nombre de sexes qu'on aurait, selon le niveau où on compte, selon qu'on est chromosomique, qu'on regarde au niveau des gamètes, au niveau de la physionomie, au niveau du psychique, etc., il y a une quantité de possibilités de compter les sexes qui est inimaginable. Donc même biologiquement, on n'est pas capable de faire un pur binarisme. Concrètement, pour rebondir là-dessus, ça va mettre en fait la question de l'intersexuation en fait. Je pense que tu voulais parler de ça. L'intersexuation, donc, qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme? Parce que d'un point de vue biologique, en fait, effectivement, on va dire que être un homme, ça va être avoir un pénis. Sauf que effectivement, de ces travaux de biologistes en fait, et notamment Anne Fausto Sterling. Qui va montrer qu'il y a 3 composantes principales, c'est ce que tu étais en train de dire, effectivement, il y a les chromosomes, l'appareil génital et finalement les hormones, et on voit que tout n'est pas unifié. Par exemple, dans un corps qui est dit masculin, donc qui possède un pénis, il n'aura pas forcément de la testostérone,
n'aura pas forcément de la testostérone et ne va pas forcément avoir des chromosomes masculins en l'occurrence. Et Alors je t'arrête 30 secondes, on a Docteur Félux qui nous a rejoint, merci beaucoup de t'abonner, bienvenue à toi. Et on a Coolest Monkey qui nous dit qu'il est totalement perdu, du coup on va définir les termes. Ouais, on va peut-être un peu définir. On va repartir, donc les personnes intersexuées, c'est des personnes qui à la naissance... les médecins, il y a eu une ambiguïté sur la capacité des médecins à définir si c'était un homme ou une femme. Donc généralement, ça entraîne des opérations pour redéfinir clairement ça, qui sont considérées comme de la torture par l'Union européenne, mais la France continue de manière très chill à l'effectuer sans aucun problème. C'est une mutilation. Ouais. Voilà, ça s'appelle une mutilation. Et après, on a parlé d'hormones, de chromosomes, donc en fait, ça devient très biologique et c'est les différentes manières dont notre code génétique, ça sera les chromosomes, peuvent être établis. Les hormones, c'est ce qui est testostérone majoritairement chez les hommes, mais il y en a aussi chez les femmes. Chez les femmes, c'est les œstrogènes, pareil, majoritairement chez les femmes, mais il y a aussi de l'œstrogène chez les hommes. On parle d'hommes et femmes cisgenres. Cisgenres, excusez-moi. Et voilà, je ne sais plus quel terme aussi tu as utilisé à définir. Cisgenre. Ah oui, tout à fait. Cisgenre, du coup, c'est une personne qui se définit selon le sexe qui lui a été attribué à la naissance. Donc, par exemple, je suis née, enfin, pas moi, mais une personne est née assignée femme et qui va encore se considérer comme femme aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Voilà, bon, pour la définition des termes. Et tu as parlé aussi de passing, que d'abord on n'a pas défini, et qu'ensuite on pourrait s'étendre un petit peu sur la question. Qu'est-ce que tu entendais, toi, par passing ? Alors le passing, je l'entendais du coup avec cette expression de genre. Le passing, ça va être ce à quoi on ressemble, en fait, ce qu'on va renvoyer socialement envers les autres individus, en fait. Voilà, concrètement, si j'ai des cheveux longs, si je porte du maquillage, encore une fois, des talons, un sac à main, que j'ai une voix aiguë, dite féminine, je vais avoir un passing féminin, quelle que soit, en fait, mon identité de genre. Voilà, donc il ne faut pas confondre, en fait, entre l'identité de genre qui est la définition de soi-même, comment on se sent et ce qu'on renvoie, les deux notions pouvant être différentes, en fait. On peut très bien se sentir homme et renvoyer un passing féminin, par exemple, en fait. Ok. Mais parce que du coup, dans cette non-binarité, en fait, il y a un peu un côté où une des principales oppressions qu'on peut vivre en tant que personne non-binaire, c'est le fait d'être non conforme à la binarité des genres et du coup de ne pas être reconnu dans cette non-conformité ou voir que ça nous expose à certaines violences parce que du coup, en fait, d'une certaine manière, ça détruit un rapport binaire normé fondé genre sur l'hétérosexualité et sur un rapport de domination, en fait. Et du coup, c'est en fait un peu... Enfin, la non-binarité, c'est un peu une forme, je sais pas si toi tu le vois comme ça, mais c'est un peu une forme d'éclater ce rapport de domination aussi d'une certaine manière. C'est ça, exactement. Enfin, moi, je considère que du coup, dans ce rapport homme-femme, bah, évidemment, il y a de la binarité parce qu'il y a deux positions et que chacune se définit selon certains codes qui vont être qui sont très précis. Qui sont très très forts et voilà, qui sont effectivement assignés au sexe quoi. Donc du coup moi la non-binarité, moi comment je la vis encore une fois, c'est que je comprends pas ces positions aussi rigides. Je vois pas, je fonctionne surtout en termes d'interdiction et d'autorisation. Parce que quand on entend qu'une femme doit se comporter d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas se comporter d'une autre ? Et en fait, tu me parlais d'une forme de confusion du genre. Alors, c'est ça, c'est juste que moi, je pense qu'on peut juste se permettre en fait d'être qui on veut être sans forcément respecter des codes qui sont préétablis en fait à l'avance, quoi. Voilà. Donc, au niveau du... non, c'est tout en fait. Voilà. Mais... Du coup, si on peut se permettre une confusion des genres, est-ce que ça pose aussi un peu la question de qu'est-ce que politiquement on veut faire du genre ? Est-ce qu'on veut l'abolir en n'ayant plus aucune catégorisation ? Ou est-ce qu'au contraire on veut l'éclater en multipliant les possibilités d'identification à l'infini ? Est-ce que c'est synonyme ? Politiquement, qu'est-ce qu'on peut inventer avec la non-binarité ?
Alors concrètement, il y a deux positions qui sont toujours concurrentes en fait. Ça va être, est-ce que effectivement la non-binarité et d'autres formes subversives du genre, donc des formes qui ne vont pas être uniquement masculines ou uniquement féminines, est-ce qu'il faut abolir le genre, dire qu'il n'existe plus, qu'au final effectivement il ne fait aucun sens, ou bien il faut multiplier effectivement les identités, en accoler plusieurs différentes. Par exemple, je sais que dans la non-binarité, je vais aussi me reconnaître dans la fluidité de genre. La fluidité de genre, c'est ça. Et donc, au final, non-binarité, on pourrait penser que c'est une forme d'androgynie permanente, en fait, d'une certaine manière. Alors que moi, je sais que je vais beaucoup fonctionner avec mes émotions, mes humeurs et les sentiments de la journée, en fait. Si, d'une certaine manière, je me sens moins apte à conquérir le monde, d'une certaine manière, à m'affirmer à l'intérieur, ou juste je veux être chill, tranquille à l'intérieur de mon espace, je peux adopter des formes qui vont être plus masculines, en fait, notamment parce que je sais que les regards vont être beaucoup moins présents. Quand je vais vouloir plutôt, je sais pas, potentiellement m'exprimer, ou que je sens que je suis douce à l'intérieur de mon esprit, en fait, je vais essayer de coller différentes choses d'une certaine manière, en sachant que je cherche pas des passings précis, en fait. Je vais pas chercher à ressembler à un modèle, en fait, et que je vais surtout jouer avec mes habits, avec ma ressemblance ou pas. Donc de base, la question c'était effectivement, est-ce qu'il faut multiplier les identités, ou qu'est-ce qu'on peut faire de politique avec les identités. Concrètement, si on abolit le genre, il y aura bien quelque chose qui va exister, en fait. On ne peut pas sortir de nulle part. Donc si on abolit vers quoi, en fait? Est-ce que ça ne serait pas juste une forme de se remettre dans finalement quelque chose de standard, de normé, quelle que soit sa manière, en fait, ou justement développer la multiplicité des identités, ça peut permettre en fait un univers de pensée, d'apparence, de psychologie, d'être au monde, en fait, qui au final d'une certaine manière revient avec cette idée. Si chaque personne exprime exactement ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, concrètement, la notion de genre n'existe plus, parce qu'elle ne sera plus binarisée ou catégorisée selon un spectre masculin ou féminin, en fait. Alors, juste, on a Bouddhista M qui nous dit « Ça serait pas plus simple de se définir en mâle et femelle et plus par un genre ?» Et Non-Responding qui dit « Ou juste ne pas se définir selon le sexe ou le genre ?» Du coup, typiquement par rapport à la définition en mâle et femelle et plus par un genre, je sais pas si je comprends bien la question, mais du coup, moi là, ça me fait penser aux cartes d'identité qui justement nous définissent dès le début, soit comme appartenant à la classe des mâles avec le M et le, je sais pas, c'est le 0 ou 01 sur la carte sécurité sociale. 1 ou 2, voilà, la sécurité, la carte de sécurité sociale, ou juste ne pas se définir selon le sexe et le genre. Du coup, là, ce serait potentiellement, par exemple, sur les papiers d'identité, en fait, abolir cette case qui nous met féminin ou masculin, comme ça a pu déjà être le cas auparavant, dans certains États. Et du coup, voilà, je comprends pas trop cette question. Oui, pardon. Moi, j'ai deux choses à ajouter. Le problème, à mon sens, de se définir en mâle et femelle, c'est que déjà, les personnes intersexes qu'on a évoquées plus tôt se retrouvent de facto, si on prend le mâle-femelle, ça devient très biologisant, donc de facto, on les perd. Et il y a certaines militantes à un moment qui avaient proposé l'idée d'un troisième genre dont on avait discuté et qui peut poser problème parce que ça peut être aussi un nouveau troisième genre à discriminer, une nouvelle catégorie qu'on pourrait hiérarchiser. Et sur l'idée de pas du tout se définir, si on ne parle pas de papier d'identité, où effectivement c'est un enjeu militant important de est-ce qu'on a un neutre, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas, sur l'aspect politique de l'abolition du genre, Sam Boursier, qui est un théoricien queer qu'on recommande tous et toutes fortement, je pense,
Il avait beaucoup critiqué notamment les féministes qui étaient pour l'abolition du genre comme quelque chose d'abord très utopique parce que voilà, on abolit pour aller vers quoi ? C'est compliqué de ne plus avoir de définition de genre et que lui du coup il était plutôt comme tu disais pour une multiplication des catégories parce que ça permet d'abord à tout à chacun de se retrouver émotionnellement, physiquement, psychologiquement, etc. Et du coup, ça permet aussi, s'il n'y a plus de binarité, si on éclate complètement la binarité du genre et que c'est ça qu'on abolit plutôt que le genre, on limite aussi quelque part les possibilités de discrimination. Il y a toujours des possibilités qui des catégories au-dessus ou en dessous, mais quelque part, plus il y en a, moins il y a un monopole presque économiquement quand il y a plein d'entreprises. Où qu'il y a une multiplication des sources, il y a toujours moins de chances qu'il y en ait une qui écrase toutes les autres. C'est ça. Après, concrètement, tu parlais de Sam Boursier, je vais à mon tour parler de Preciado, du coup, Paul V. Preciado, qui est un autre théoricien du genre, voilà, en l'occurrence, et qui recommande en fait une multiplication également des identités, mais qui, ces identités, alors ça, il me semble que c'est par rapport à la deuxième question qui a été posée, du coup. Qui est est-ce qu'on peut se définir par autre chose que par le sexe ou le genre ? Et effectivement, je pense qu'on peut trouver au quotidien des moyens de se définir par d'autres choses que ce qui est essentiel, considéré comme essentiel à l'intérieur de la société en fait. Je veux dire que notamment dans des milieux militants gays, lesbiens, donc dans le milieu TPG en général, TPG voulant dire transpédéguine. Voilà, ces identités de PD, ces identités de Gwyn, en fait, sont en soi des identités qui ne vont pas correspondre à forcément une assignation, mais plutôt à un militantisme et une reconnaissance des différentes sexualités possibles et qui veulent se visibiliser à l'intérieur de la société, en fait. Est-ce que, alors tu as utilisé transpédéguine qui Oui. pour une personne profane, et si une personne hétérosexuelle cisgenre commence à parler de PD Oui. et de Gwyn, ça va être très limite. C'est vrai qu'on n'a pas défini. Est-ce que tu peux nous repréciser c'est quoi la différence entre dire je suis lesbienne ou je suis Gwyn et je suis homosexuelle et je suis PD? Alors c'est vrai que c'est assez important et que je ne suis pas passé dessus effectivement. Alors ce qu'il faut prendre en compte généralement dans ces termes-là, c'est qu'il y a un fort pouvoir sur qui dit quoi, à quel moment et à qui en fait. C'est-à-dire que pas tout le monde peut se permettre d'employer tous les mots. En fait, le terme de PD, par exemple, comme queer, en fait, bon, c'est une autre question, je ne sais pas si on passera dessus. Queer? Oui. Tu nous définis queer? Oui, ah bon, bah voilà. C'est vrai qu'on appelle le queer lobby, on n'a même pas pensé à définir queer. Voilà. Alors, la queerness. La queerness quand même. Queer, en fait, c'est une notion qui est assez large, qui est très très large en fait, qui est un terme valise, qui à l'origine désignait dans le terme anglais l'étrangeté, le bizarre, et concrètement désignait toutes les personnes qui du coup n'étaient pas conformes à la sexualité, au sexe, au genre qu'on leur avait assigné. Donc toutes les personnes qui étaient bizarres en fait, potentiellement au niveau de leur passing, de leur mode de vie, de leur identité. C'est clair ? Ah oui, c'est clair comme ça. Ok, ça marche. Et finalement, l'autre question sur laquelle qu'on était arrivé, du coup, c'était... TPG. Voilà, Ah oui, c'est ça. Donc l'importance, en fait, donc pour le terme PD, à l'origine, il est employé que dans un seul sens, c'est-à-dire que des personnes hétérosexuelles qui vont insulter une certaine communauté qui va être, en l'occurrence, gay. Donc du coup, le terme PD va être utilisé uniquement en tant qu'insulte. Le fait de reprendre cette insulte à l'intérieur de la communauté homosexuelle par les gens gays, homosexuels, Gwyn, trans, en fait... va faire que la signification du mot change en fait. En se définissant PD au quotidien, moi, voilà, genre je suis PD par exemple, ça va enlever la violence parce que du coup, il peut plus y avoir d'insulte en retour parce que ça définit. C'est comme si je disais à quelqu'un, ouais, t'es un homme.
Oui, bah, je suis un homme, donc en fait, il y a pas de problème, ni d'insulte. Et, Ouais, voilà. alors si on dit à un mec cis que c'est un mec cis, il va chouiner pendant 1 heure et nous traiter d'hétérophobie et de cisphobie. C'est Oui, vrai. c'est On ça. va pas s'en sortir. Oui, c'est vrai, effectivement. Constater des choses, ça peut être des insultes. Oui. On a un nouvel abonné. Merci, Jorn92. Bah, voilà, merci de t'abonner. On a Arti Boumchaka qui dit « J'ai un peu de mal à comprendre le concept de fluidité. Je comprends ça comme passer d'un stéréotype de genre à l'autre en fonction des situations. » Voilà, je sais pas si... Alors, c'est quelle question pour que je puisse voir au fur et à mesure Alors, la fluidité, alors concrètement, dans la définition que tu poses, c'est passer d'un stéréotype de genre à l'autre en fonction des situations. Voilà, c'est ça, effectivement. Ça peut, en fait, encore une fois, cette fluidité de genre s'articule de 1000 manières différentes, autant de manières qu'il y a de personnes qui existent sur cette terre, en fait. Certaines personnes, en fait, peuvent avoir des envies d'être un pur stéréotype, pas forcément négatif évidemment, un pur stéréotype masculin tel jour, parce que il se sent ce jour-là appartenir, se sentir comme ça en fait, et le lendemain être purement, encore une fois pas négatif, féminin, adopter un passing féminin, parce qu'elle se sent féminine ce jour-là. Sauf que, en l'occurrence, ça peut être très binaire en fait, sauf que cette fluidité de genre peut se retrouver à l'intérieur de la non-binarité en fait. Parce que concrètement, on peut imaginer un peu la non-binarité, il y a différentes manières de la concevoir, mais potentiellement comme deux spectres, un masculin, un féminin à chaque bout, et on peut se situer entre les deux, choisir un peu voilà comment est-ce que je me sens aujourd'hui et faire un check par rapport à cette échelle-là. Il y a d'autres représentations qui existent, qui élargissent un petit peu, c'est d'imaginer en fait des cercles concentriques les uns à l'intérieur de l'autre. Parce que finalement, c'est pas aussi horizontal que ça. On peut imaginer d'autres formes qui concrètement ne sont pas à l'intérieur de ce spectre, parce qu'il y a un moment, il peut y avoir juste des indéfinitions. C'est quelqu'un qui ressemble à une femme, qui ressemble à un homme, qui est un mix. Au final, est-ce que c'est peut-être un homme qui a des traits féminins? Est-ce que c'est peut-être une femme qui a des traits masculins? Donc, toutes ces catégories, au bout d'un certain moment, ne font plus sens. Parce que ce soit biologique au niveau du passing, de l'identité dans laquelle on se sent, qui n'est pas en rapport avec le passing, qui n'est pas en rapport avec ce qu'on nous assigne. Voilà, en fait, c'est plusieurs données qu'on articule les unes au travers des autres et qui remet en question du coup cette binarité de genre, la masculinité avec une liste prédéfinie de critères afin d'avoir un quota de masculinité, et pareil pour la féminité, quoi. Ça me paraît être une excellente réponse. Bah voilà, j'essaie de développer. T'avais un truc? Non, pardon, ça finit. Et du coup, par rapport justement, il y a la non-binarité. Toi, comment tu te définis par rapport à la communauté trans? Il y a des personnes non-binaires qui se définissent comme trans, d'autres personnes non-binaires qui se définissent pas comme étant des personnes trans. Est-ce qu'on ne redéfinit pas de trans avant? Oui, qui est extrêmement difficile à définir aussi. Mais... alors, moi concrètement, du coup, après si tu veux donner ton avis, évidemment, il n'y a pas de souci, si vous voulez donner votre avis. C'est gentil. J'octroie ce droit. Du coup, trans, moi je l'entends d'un pur point de vue étymologique. En fait, trans, c'est la transition, c'est passer de quelque chose vers... C'est la traversée, en fait. Moi, je vois ça comme ça. Donc du coup, trans potentiellement peut se mettre aussi en opposé à cis, du coup en l'occurrence. Donc cisgenre qui se reconnaît de l'identité, du sexe, du genre qu'on lui a assigné à la naissance. Une personne trans ne va pas se sentir en adéquation avec le sexe, le genre, l'identité qu'on a mise sur cette personne. Donc c'est pour ça que moi concrètement, effectivement, en tant que non-binaire, je me définis aussi comme trans non-binaire du coup en l'occurrence.
Ces termes-là, en fait, se retrouvent notamment dans les abréviations. Alors, avant, il y avait M2F, MTF, donc male to female, donc masculin vers féminin, sens inverse female to male, F to M. Mais on voit apparaître, ne serait-ce juste dans les termes, F to X, donc female to X ou male to X, en fait, qui montre cette volonté, en fait, de non-correspondance, c'est-à-dire que on ne veut pas se sentir catalogué par rapport à quelque chose en particulier, quoi. Donc du coup, en fait, la non-binarité, donc du coup pour le rappel, la discrimination qui est liée à la non-binarité s'appelle la NB-phobie. Normalement, il me semble que ça doit être ça. NB-phobie, E-N-B-Y-phobie. Et concrètement, elle va plutôt se matérialiser au niveau de l'invisibilisation. On va dire que la non-binarité n'existe pas, en fait. C'est pas, on va dire que c'est de l'indétermination, c'est ne pas savoir dans quoi on se sent, c'est ne pas comprendre comment la société fonctionne, c'est ne pas comprendre les catégorisations, et c'est ne pas être reconnu. Et directement, cette NB-phobie se retrouve en fait à l'intérieur de différentes communautés, ne serait-ce par exemple la communauté gay. Donc moi je vais parler de mon point de vue AMAB, donc AMAB Assigned Male at Birth, donc c'est-à-dire que à l'origine, voilà, je définis les termes. À l'origine, j'étais un garçon, en fait. Et je dis à l'origine, encore une fois, cette question d'origine, passer à quelque chose, au final, j'ai pas changé mon... Il n'y a pas grand-chose qui a changé, au final. Je veux dire que... Bon, voilà. Et donc, du coup, ces discriminations, cette NB-phobie se retrouve dans différentes communautés, notamment la communauté gay, homosexuelle, masculine, parce que potentiellement... à l'intérieur de cette communauté, je vais plutôt avoir un passing ressembler à un garçon féminin, en fait, en l'occurrence. Le point de vue androcentré dont on parlait de base, voilà, on va reconnaître des traits masculins, on voit que je viens dans un bar gay PD, en l'occurrence. Et donc, du coup, on va croire que je suis juste, voilà, c'est ça, une personne efféminée, mais il ne va pas y avoir de considération soit d'une position trans, soit d'une position non binaire. Alors, même parfois, il y a une forme de fétichisation sur ce corps un peu androgyne, de ce troisième genre, etc., qui est aussi issu de pensée coloniale, notamment. C'est le mythe de l'EFEB aussi qui ressort beaucoup. L'EFEB, c'est ce côté genre très les faibles comme la représentation, c'est ça que tu dis? C'est ça, effectivement. L'EFEB. L'EFEB. Je pense que... Alors, je sais pas si je peux parler de sculpture ou autre, mais voilà, dans la sculpture, ça va être ces garçons très androgynes avec des traits très fins. L'EFEB, c'est le garçon qui ressemble presque à une fille, qui va être très délicat, voilà, qu'on va imaginer très délicat, et que du coup on va beaucoup fétichiser comme l'androgyne, la douceur. Ça a quelque chose d'enfantin aussi, l'EFEB, parce que du coup il n'est pas du tout marqué par les signes virils de la masculinité. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc du coup, il y a beaucoup de rapports de pouvoir, d'enjeux de pouvoir qui interviennent à ce moment-là. Et en fait, cet effet-là, si on en parle comme ça, ce côté garçon efféminé, en fait, d'autant plus que je suis hyper jeune, enfin j'ai un visage qui fait hyper jeune, donc voilà, ça aide pas dans certaines situations, on va dire. Mais voilà, il peut y avoir cette infantilisation en plus qui intervient au travers de ça, cet imaginaire, voilà, que les enfants, du coup, peuvent être, des garçons peuvent avoir plus facilement des cheveux longs, voilà, il y a plus de fluidité au niveau du genre, moins de catégorisation et de rigidité à l'intérieur. Donc du coup, c'est ça, dans ces rapports-là, effectivement, il peut y avoir des rapports d'infantilisation, de non mais tu es jeune, donc de l'agisme en fait, qui aussi intervient. Agisme. Voilà, agisme, effectivement. L'agisme, ça va être des discriminations qui vont être faites par rapport à l'âge en fait qu'on va avoir, ou du moins ce qu'on paraît comme âge, c'est-à-dire que par exemple, quand on va voir des jeunes dans la rue, on va dire ouais, ils sont bruyants, ils savent pas se tenir, associer des stéréotypes à une certaine catégorie d'âge, en fait, voilà, en l'occurrence. Et inversement pour les vieilles personnes aussi. Voilà. Alors juste, on a 2 questions. Selon vous, de Titou du 82, selon vous, pour faire changer les mentalités et augmenter la tolérance, faut-il mieux faire des catégories concernant les individus ou non ?
D'ailleurs, merci Titou du 82 C'est de nous avoir envoyé un excellente message. question en plus, Titou. Alors, faut-il mieux faire des catégories concernant les individus Qu'est-ce que vous entendez Moi, à si quel- on veut améliorer si globalement on veut qu'il y ait moins d'homophobie, de queerphobie de manière très large, est-ce que ça serait une bonne chose de démultiplier les catégories ? Oui, ou par exemple, je me dis, tu vas faire un mariage, faire une loi pour le mariage, et ensuite faire une loi pour le mariage homosexuel, tu vois. Ou alors faire une loi PMA, un point PMA, faire une loi PMA où tu autorises, tu légalises la PMA pour les couples de lesbiennes, en l'occurrence payante, et qui exclut les personnes grosses, les personnes trans, etc. Et j'en passe. Mais, les personnes grosses. Ah oui, tout à fait. Les personnes grosses n'ont pas accès à la Et PMA. bien sûr, parce qu'il y a des violences médicales liées aux personnes grosses, mais on pourra faire. C'est pas justement, écrit, ils n'ont pas fait un petit aparté dans la loi. Si t'es gros, t'as pas le droit d'accéder. Non, je sais qu'il y a des. C'est ça que ça va être au niveau médical. C'est jamais dit une de fois manière que c'est aussi. dans le processus, les personnes grosses vont se faire complètement. Bon, ça a vérifié parce que j'ai pas lu entièrement les textes des lois, du coup je veux pas trop m'avancer, mais on pourra faire une capsule sur la PMA ou la grossophobie qui doivent être pleinement. La grossophobie, c'est la discrimination envers les personnes grosses et c'est un vrai fléau parce que personne ne le reconnaît et que tout le monde trouve que c'est normal de détester les personnes grosses et que c'est maladif. Donc c'est ça la grossophobie. Voilà. Grossophobie. Et du coup on avait une autre question de Coolest Monkey. Penses-tu rester non-binaire toute ta vie ? Ce n'est pas une forme de transition vers le genre féminin. Alors. Voilà. On n'est pas obligé de répondre à cette oui, question. non, bien sûr. Alors, penses-tu rester non-binaire toute ma vie ? Alors, concrètement, je sais pas si je pense. Enfin, je pense que le point de vue est situé à un autre endroit, en fait. Concrètement, des transitions, on en subit, en fait, toute notre vie. On imagine que la sexualité, le genre, c'est la seule chose qui existe sous forme de transition, mais c'est-à-dire que... concrètement, je sais pas, on passe d'un stade d'enfance à un stade d'adolescence, d'un stade d'adulte à un stade plus avancé. On subit des deuils, des événements dans la vie qui vont nous changer en fait. Concrètement, changer de coupe de cheveux, c'est pas anodin en fait. Et, c'est-à-dire, c'est comme dire à quelqu'un, est-ce que tu penses que tu vas garder cette coupe de cheveux tout le temps ? Concrètement, cette coupe de cheveux me convient maintenant de cette manière parce que je trouve qu'elle est bien à ce moment-là, parce qu'elle est par rapport à la mode, je sais pas, on va se trouver des arguments. Mais concrètement, quand on va changer de coupe de cheveux, il va pas y avoir oh mon Dieu, t'as changé ta personnalité au travers de ça, c'est extraordinaire. Donc du coup, il faut penser à relativiser en fait ces questions-là et que l'identité n'est jamais quelque chose qui est stagne et fixe et prédéterminé et tout ce genre de trucs. Donc concrètement, c'est une question, je pourrais très bien dire oui comme je pourrais dire non en fait. Potentiellement, je peux très bien retourner masculin en fait, je peux très bien transitionner vers un transféminisme. En l'occurrence, en ce moment même, je me sens bien dans cette position. J'ai noté que j'étais fluide de genre, donc même à l'intérieur de ça, aujourd'hui par exemple, je te parle directement, tu me vois avec ce look-là que je considère un peu plus féminin. Demain, tu vas me voir avec un passing, une apparence un peu plus masculine. Concrètement, la transition s'est faite en fait, et du moins du point de vue de la personne qui l'observe. Donc, dire que c'est une transition, peut-être. Est-ce que c'est si important de le savoir ? Je ne sais pas. Je pense que dès qu'on rencontre une personne, la seule personne à faire attention, c'est son bien-être et le tien dans cette interaction. À faire attention à ce qu'elle souhaite et que concrètement, voilà, c'est ça. On est sans cesse en mouvement. Et que savoir si plus tard ou non, c'est pas une question que je me pose, c'est une question qui n'a pas vraiment d'intérêt ou de sens pour moi en fait. Voilà. Après, moi typiquement, c'est une question que je peux me poser du fait de la place un peu ambiguë de la non-binarité. Moi, en me définissant non-binaire, parfois, le fait de vraiment être dans cette non-conformité et en fait de continuer d'appartenir à cet environnement social qui te rappelle tous les jours que t'es pas conforme, parfois d'une certaine manière il y a comme des injonctions qui m'amènent à soit arrêter d'être dans cette non-binarité, dans cette ambiguïté d'expression de genre,
Donc soit par exemple en me redéfinissant comme une meuf cisgenre du coup, ou alors à transitionner et de manière administrative et ou avec des prises d'hormones, etc. pour avoir un passing de mec. Donc voilà, moi ça peut être une question, mais comme tu disais, en fait c'est fluide, c'est en fonction de comment on évolue. Enfin, il y a des hommes trans, enfin des personnes trans qui commencent à prendre des hormones et qui arrêtent d'en prendre. Il y a des personnes trans qui font des mammectomies par exemple et qui ne prennent pas d'hormones. En fait, c'est vraiment tout parcours trans est individuel. C'est ça. Et peut vraiment évoluer, mais c'est vraiment ce que tu disais, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être une question parfois, enfin justement sur cette non-binarité. Cette pression en fait sociale ouais. de au final rebinariser en fait. C'est-à-dire que quand c'est indifférencié, bah voilà, on sait pas, il, elle, on regarde d'un œil un peu, je sais pas, et au quotidien ça peut être effectivement dur. C'est ça, donc en fait finalement le fait de transitionner vers une position féminine ou masculine peut aussi être impliquée, induite, même si elle correspond à l'état de la personne. Il y a toujours en fait des échanges et des rapports entre soi et les individus qu'on croise effectivement, et parfois pour se sentir juste plus à l'aise concrètement, je pense que pour des personnes qui en l'occurrence sont cisgenres, donc qui se sentent dans leur genre assigné à la naissance, concrètement quand vous allez dans le métro et il n'y a pas d'autres questions qui se posent en fait, parce que personne ne vous regarde ou on va vous jeter un coup d'œil, mais voilà, c'est tout. Vous ne vous posez pas la question de ce à quoi vous ressemblez pour les autres en fait, en l'occurrence. Tandis que pour des personnes trans, des personnes non binaires, des personnes non conformes en fait, concrètement, c'est dur au quotidien de voir qu'on ne correspond pas à quelque chose en fait. Et concrètement, c'est ça, on peut être poussé à atteindre une forme de binarité qui fait qu'on est plus adapté d'une certaine manière du point de vue social en fait. Ouais, moi, il y avait 3 trucs que je voulais ajouter. C'était d'abord, voilà, vivre sa non-binarité, il faut se dire que nos identités, mais à tout à chacun, hein, non-binaire, straight, queer, enfin ce que vous voulez, peu importe qui vous êtes, votre identité, elle est personnelle, elle est émotionnelle, elle est culturelle, elle est politique, enfin elle est façonnée par une quantité de trucs différents. Et si vous êtes, je sais pas, moi je suis née en France, du coup je suis née dans une culture chrétienne. Si demain, je sais pas, moi je vais voyager quelque part et tout d'un coup je me découvre, bon, ça sera un peu colonial, mais je me découvre une passion pour l'hindouisme et que je décide de me convertir, et ben, foncièrement je trouve que j'aurais vachement plus changé d'identité que si tout d'un coup je décrète que je suis non-binaire parce que femme je sais pas trop et que tout ça. Donc déjà voilà, l'identité sexuée ou l'identité sexuée et l'identité de genre n'a pas du tout besoin d'être la première de nos identités en réalité. Et donc, c'est pas très grave si elle évolue, et c'est penser la fluidité, refuser le binarisme de genre, c'est aussi penser qu'on a le droit de changer, qu'on a le droit d'évoluer, qu'on a le droit à plein de choses, et que voilà, cette norme qui crée quelque part un discours de vérité où genre il y a les hommes, il y a les femmes, c'est ça la vérité, et on va oublier que c'est une norme, on va penser que c'est naturellement comme ça. Et bah, ça va créer énormément de violence. Ça va penser qu'est-ce qui va se passer si je m'habille comme ça, est-ce que je peux me faire régresser et tout ça. Et ce qui en revient à ce que tu disais, je crois Robin à l'instant, à dire peut-être que je vais transitionner parce qu'il y a une pression à ce que je transitionne, et ça me faisait penser à toutes les violences atroces. L'autre jour, il y a un gars qui est incroyable qui m'a dit que la transidentité, c'était preuve que c'était quand même un peu une maladie. Les trans se suicidaient vachement plus. Alors la transphobie ne serait pour rien là-dedans. Le problème du bon côté là. Ça, voilà, le fait qu'il y ait une transphobie monstre, que les personnes trans soient en permanente prises pour des malades, qu'il y ait une psychiatrisation, enfin tout ce qui tourne autour de la transidentité. Le fait que voilà, quand on est pour pouvoir faire une transition, il faut passer devant des psychiatres pour voir si on est apte à changer de sexe, si on est vraiment d'accord qu'on n'a pas le bon sexe. Enfin, il y a plein de procédures médicales extrêmement lourdes, émotionnellement, énergiquement, ça prend du temps, enfin tout ça. Parce que l'individu ne devrait pas être autonome pour décider ce qu'il se sent. Il faut passer devant des médecins et des juges pour que les gens en blouse et en
en robe puisse nous dire tu ne te sens pas comme tu es né. Voilà. Et c'est ça en fait qui crée le malaise, et c'est pas du tout l'identité en elle-même. Des personnes qui ne sont pas concernées, parce qu'elles ne vivent pas, en l'occurrence, les violences perpétuelles, et qui adoptent en fait tout simplement leur point de vue sur des personnes qui n'ont pas ce point de vue en fait. Donc du coup, se sentir légitime à parler en tant que personne cisgenre pour des personnes transgenres, alors que le vécu, le quotidien, l'expérience de la vie de tous les jours n'est pas la même, tout simplement en fait. Et justement, pour revenir sur la non-binarité, typiquement ces rendez-vous médicaux peuvent être hyper douloureux et oppressants. Enfin, de toute façon, ils le sont douloureux et oppressants pour une très grande partie des personnes trans et ou non-binaires. Mais justement, quand on est non-binaire, en fait, on peut pas forcément dire qu'on est non-binaire. Par exemple, on peut pas dire je veux faire une transition chirurgicale, par exemple, en disant je suis non-binaire. On est obligé de dire, par exemple, si on a été assigné femme, je veux devenir un homme ou quoi. Enfin, après, ça dépend des médecins, mais généralement, il y a vraiment une absence de reconnaissance de toutes les identités plurielles, des transidentités au sein du milieu médical. Et d'ailleurs, pour revenir sur la pathologisation, enfin, que le fait que les médecins considèrent que les transidentités sont des maladies ou sont des dysfonctionnements psychologiques, je crois que c'est dans les années 2010 en fait que c'est sorti du répertoire des maladies mondiales. Moi, il me semble que la dysphorie de genre est sortie de l'OMS en février 2019. Organisation mondiale de la santé. Oui, je crois bien. Ah, l'angoisse. Voilà. La dysphorie, je crois que la transidentité est sortie quand même quelques années avant. La dysphorie, c'est effectivement 2019, mais la transidentité, effectivement, ça va être début des années 2010. C'est ça, 2010, oui. Ce qui est déjà vachement tard. Ah non. D'autres trucs non, maintenant, du coup, oui, ça nous a perturbé ces histoires de violence. On était sur toutes les violences que ça impliquait de ne pas rentrer dans cette norme absolument binaire. Alors que moi, justement, ce que je trouve absolument fabuleux dans toutes ces identités queer, au sens le plus large possible, c'est que c'est des politiques de l'identité qui sont... alors ça marche pas tout le temps, on va pas penser que le monde queer n'est que licorne et petites fleurs bleues, mais qui est quand même fondé sur la bienveillance, sur l'empathie. Je trouve que moi c'est vraiment des politiques, de demander son pronom à quelqu'un avant de lui adresser la parole, enfin on peut lui dire bonjour, mais faire attention à ce genre de choses. Voilà, je trouve que de manière générale c'est des politiques super intéressantes, enfin des politiques interindividuelles, hein, pas forcément au sens, la politique est pas au rendez-vous pour le coup, mais voilà, c'est quelque chose qui est fondé sur l'empathie, sur la bienveillance, sur le je fais attention, est-ce que si je vais dire ça, je vais être oppressif, je vais quand même poser la question. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas poser ces questions, qu'on ne peut plus rien dire. Ça veut dire que je réfléchis à d'où je le dis et à qui je le dis et à la manière dont je le dis. Donc c'est quand même super bienveillant. Et du coup, s'il y a des problèmes, foncièrement, c'est pas notre faute, hein. C'est la faute de transphobes, queerphobes, tout ce qu'il y a de phobe là. Et je voulais réagir justement. Qu'est-ce que tu penses à la multiplication des usages de pronoms et de l'écriture inclusive? Il y a différentes formes d'écriture inclusive. L'écriture inclusive, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est, il y a différentes formes, mais en gros c'est pour enlever le patriarcat dans l'orthographe française. Donc il y a différentes formes. Il y a .e, .s par exemple pour nous sommes partanteux. Il y a il y a T, E majuscule S, et par exemple il y a des personnes, notamment il me semble Sam Boursier, qui prônent l'usage du X en disant nous sommes partanks, parce que le X enverrait à une non-binarité, ou alors une petite étoile, et du coup pareil, les pronoms, il y a une multiplication des pronoms, notamment pour les personnes non-binaires. Il y a yel, all, Ul, et voilà. le, effectivement. Ça, qu'est-ce que tu en penses de cet usage? Du coup, concrètement, là, dans le problème dans lequel on se situe en France, en fait, c'est le français, en fait, tout simplement. Parce que ces questions-là ne se retrouvent pas, par exemple, dans des systèmes anglophones, en fait, qui n'ont pas ces accords en fait à faire directement. En anglais, c'est beaucoup plus institutionnalisé. Je sais pas le degré, mais le they, them qui donne du neutre en fait.
Tandis que nous, on est en fait en France obligé de trouver des formes hybrides en fait. Par exemple, le YEL, généralement associé à la non-binarité, donc écrit IEL, qui peut aussi être écrit IE2LE. Voilà, concrètement, il y a un énorme travail à faire qui est juste à faire au niveau de la linguistique, en fait, et de comment est-ce qu'on peut réinventer le langage, parce que le langage lui-même s'est construit à partir de la binarité dont on parle depuis le début, en fait. Il, elle, c'est pas anodin, en fait, et il y a il qui est masculin, elle qui est féminin, avec toutes les règles qui s'ensuivent. Par exemple, le masculin l'emporte sur le féminin. Voilà, je laisse un petit silence pour la réflexion. Voilà, qui montre ces rapports de pouvoir et le fait de pouvoir modifier la langue par celles et ceux qui l'ont fait, donc des personnes masculines et féminines. Enfin, masculines, en fait, en l'occurrence, parce que c'est les hommes qui ont créé la langue, je pense. L'Académie française, il n'y a pas de mystère, ce sont uniquement des hommes blancs. Bon, bref, il y a voilà. une ou deux femmes, et je crois qu'il y a même eu Assia Djebar qui est rentrée à un moment. Quand même, il faut leur redonner ce mérite, effectivement. Voilà. C'est pour la caution. Voilà, c'est la caution femmes racisées de l'Académie. Mais que du coup, voilà, pour ces questions, en fait, voilà, réinventer le langage, ça permet de visibiliser, dire que les personnes queer ont des besoins spécifiques qu'on va considérer comme caprices, en fait, mais qui sont des besoins tout simplement parce qu'ils n'ont pas, les personnes queer, les personnes non-binaires, trans et autres non-conformes, en fait, les personnes non-conformes n'ont pas été prises dans le processus de création globale, en fait, des rapports sociaux, de la construction de la langue, de la construction des espaces, en fait, ne serait-ce géographiques, par exemple. Voilà, ces personnes n'ont pas été prises en fait à l'intérieur de ces constructions, et donc ces demandes d'inscrire une troisième identité sur la carte d'identité, ces demandes de rechanger les accords, cette écriture inclusive. La mixité, moi je sais que potentiellement j'aime bien faire des accords non mixtes, c'est-à-dire par exemple me dire il est belle en fait, ou elle est beau, ou aller encore plus loin et par exemple faire il y a les bols, ou il y a les vélos en fait, et donc du coup il y a des formes finalement de... C'est ça, et, on peut tout faire quand on se donne les moyens de considérer les forces qui sont en place, les enjeux qui sont en place, et vers quoi on peut tendre dans la reconnaissance, la visibilisation des individus avec les exercices qu'on se propose de faire, quoi. Le monde est inventé. Il y a Tin Whistle, ça se prononce comme ça? Whistle, comme qui nous a rejoint. Rebonjour Tin Whistle. Merci de nous avoir rejoint. Et du coup, est-ce que tu n'as pas l'impression que justement... Enfin, en fait, il y a vraiment cette ambivalence. Moi, j'ai l'impression de la non-binarité, c'est qu'à la fois, il y a vraiment cette invisibilisation et à la fois, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes se revendiquent comme étant non-binaires, mais notamment des personnes qui ne politisent pas du tout leur identité de genre et qui ne voient pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire... Enfin, non, je sais pas... Enfin, ça fait hyper infantilisant le début de phrase, mais qui ne... Oui, enfin, du coup, voilà, mais c'est ça que je voulais essayer d'expliquer. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider sur le fait qu'elles ne politisent pas leur position de genre en se déclarant non-binaire, en se basant juste sur leur ressenti, qui est déjà une première chose Alors, concrètement, moi, je pense que ça dépend dans l'épistémologie dans laquelle on se situe, ça dépend dans quelle conception on a des identités, en fait. Effectivement, ce qui serait le mieux, au final, c'est de pouvoir dire « je suis non-binaire » et c'est tout, on ne pose pas de questions. Tout à fait. Sauf que là, on n'est pas encore dans un système qui accepte aussi facilement la non-binarité. Donc du coup, il faut passer, du coup, là, le milieu militant, TPG dont on parlait, transpédéguine, inter, non-binaire, trans, et dans la politisation des luttes. Parce que déjà, on n'existe pas médiatiquement dans les publicités, à la télévision, dans les journaux, dans les métros, partout en fait. Donc,
Concrètement, effectivement, je pense que c'est très bien, ne serait-ce vis-à-vis de soi-même, d'être en adéquation avec sa non-binarité, du coup, en l'occurrence, ces personnes ne cherchent pas à revendiquer, à être dans l'acceptation permanente, enfin pas dans l'acceptation permanente, mais dans la revendication permanente. Mais en attendant, il y a des processus politiques qui doivent être pris en compte pour une visibilisation de soi, mais également de tous ceux et celles qu'on ne voit pas à l'intérieur de cette société, en fait. Ouais, c'est ça, politiser son identité, c'est dire, je suis non-binaire, alors c'est mon ressenti, mais c'est aussi, c'est vraiment, il y a de l'ordre de la revendication, je crois, de dire je suis non-binaire, alors que le monde entier considère que, enfin le monde entier, l'Occident entier considère que je n'existe pas. Et donc donc politiser son identité, c'est prendre en considération, je crois, qu'on trouble l'ordre et qu'on n'est pas les bienvenus, en fait. Et considérer que cet ordre allie plusieurs oppressions. Que par exemple, en fait, et là on vient sur la thématique du pinkwashing, c'est que là pour l'instant la non-binarité n'est pas encore libéralisée dans le capitalisme de manière... Pinkwashing ? Oui, je vais définir les termes. Du coup, voilà, pour l'instant, donc le pinkwashing, en fait, c'est la volonté de récupérer je vais prendre les termes un peu mainstream, les luttes LGBT à des fins de redorer son état, par exemple. Donc ça va se traduire son état ou sa ville ou qu'importe. Genre mettre des passages piétons arc-en-ciel à Paris. Voilà, en se disant hyper gay-friendly, alors que par ailleurs, la mairie de Paris expulse des camps de migrants aux abords du périph' où il y a en fait des personnes LGBT. Donc en fait et donc là on rentre dans une intersectionnalité. Attention, on va falloir définir l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est l'imbrication des rapports de pouvoir. C'est pas seulement dire il y a des noirs, il y a des femmes. Les femmes noires ont un vécu très particulier qui est propre à l'idée qu'elles sont femmes noires. Si en plus elles sont lesbiennes, c'est pas comme les lesbiennes plus noires, c'est femmes noires lesbiennes. Ça fait une intrication, c'est pas seulement comme ça, c'est comme ça et l'un renforce l'autre. C'est ça, et que chaque vécu est particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vécu normal, donc c'est-à-dire le vécu des hommes cis blancs bourgeois et ensuite les particuliers, les minorités, etc. C'est en fait chaque vécu est particulier. Si tu es un homme cis blanc bourgeois, tu as ton vécu particulier. Si tu es un homme cis blanc de classe précaire, tu as ton vécu particulier, etc. Enfin, c'est à foison. Et des violences particulières. Oui, tout à fait. C'est ça qui est surtout à noter, en fait. C'est les violences qui sont vécues par la position dans laquelle on se situe à ce moment-là. Et du coup, pour revenir sur le pinkwashing, c'est que, voilà, en fait, c'est quand on dit oui, nous sommes hyper gay-friendly à la mairie de Paris parce que nous mettons des passages arc-en-ciel dans le Marais, en fait, c'est s'adresser qu'à une seule catégorie de la population, en l'occurrence principalement la population LGBT blanche bourgeoise du Marais. G. La population G. Pourquoi ? Oui, la population G comme c'est-à-dire gay. Voilà. Voilà, donc en fait, je sais plus du tout où je voulais en venir par rapport à ce pinkwashing, de la non-binarité, du pinkwashing, avec voilà que du coup les personnes... en fait, moi j'ai un peu peur de cette... je n'ai pas un peu peur, mais disons que les personnes qui se définissent comme non-binaires, ou même, en fait, ça, c'est pour tout type de catégorie, les personnes qui se définissent comme lesbiennes, mais qui ne politisent pas leur identité, il y a le risque, en fait, de, on va dire, se contenter, s'extasier face à des politiques de pinkwashing, à se dire, et même moi, parfois, je tombe un peu dans ce truc. Quand il y avait La Reine des Neiges 2 qui est sortie, j'étais là, oh là là, il y aura des Gwyn dans La Reine des Neiges. Spoil, il n'y en a pas. Mais que voilà, par rapport à ce film est hyper néocolonial. Voilà, et donc du coup, est-ce qu'on a envie... En fait, le capitalisme essaye toujours de rattraper des luttes revendicatrices et submersives pour nous remettre dans ce moule et continuer de faire fonctionner ce système qui en fait domine et oppresse un nombre incalculable de personnes. Et typiquement, je reviens à Sam Boursier qui parle au lieu de dire coming out, il dit coming incorporated pour parler de en fait les populations homosexuelles qui se sont
conformer à ce que, qui n'ont eu aucune représentation politique de leur identité et qui n'ont pas voulu la saisir, parce que peut-être que c'est juste une volonté, qui n'ont pas voulu la saisir pour subvertir les identités de genre et le capitalisme et tout ça. Ils sont en fait conformés à ce qu'on attendait du, plein de guillemets, bon homosexuel. L'hétérosexisme, du coup, en l'occurrence. Est-ce qu'on peut lâcher le terme de l'hétérosexisme, du coup, donc hétérosexisme, donc du coup, qui va être de privilégier une attitude hétérosexuelle, soit des modes de vie, des modes d'abord, en fait, c'est-à-dire que l'hétérosexisme va aller avec le principe de la masculinité, en fait. Donc du coup, je sais pas, par exemple, j'ai un trou. Non, mais du coup, ça va être, ça va pas être, il faut qu'il soit, faut pas qu'il soit trop gay, donc pas qu'il soit folle, il faut pas qu'il soit folle, globalement. On lui accorde un peu d'efféminé parce que quand même, ça fait bien de dire qu'on accepte. Mais en fait, ça crée une espèce de management global des populations homosexuelles pour dire, voilà, on les accepte, mais ça serait bien qu'elles soient comme ça, si possible, et qu'elle soit pas trop subversive. Et globalement, le pinkwashing, c'est ça qui se passe. Et avec le non-binaire, on le voit aussi très bien. Là, on est super content et contente qu'il y ait une mode des vêtements super fluide, où on sait pas trop. On porte toutes des grosses suites, les pantalons plus larges sont revenus, on remplacé les slims. Voilà, c'est super. Mais en fait, du coup, ça permet à toutes ces marques qui détruisent la planète, qui mettent des gens en esclavage aux quatre coins du monde, tout ça, de se prétendre super éthiques parce que, regardez, nos mannequins, ils sont non-binaires et c'est trop bien. Et c'est ça le pinkwashing, en fait, c'est prétendre être gay-friendly pour, en fait, au passage... Faire un panneau, un écran, en fait. Ça s'appelle le non-binaire qui cache la forêt de misère. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais revenir sur le chat parce qu'on a plein de réactions. Je suis désolée, en fait, la connexion bug, du coup, on a un peu de retard. Il y a Coolest Monkey qui nous dit « Êtes-vous contre les stéréotypes de genre, type maquillage, coiffure, vêtements, etc. Et si oui, pourquoi vouloir modifier votre apparence pour ressembler à ces mêmes stéréotypes? Ce n'est pas justement leur apporter une importance ?» Alors concrètement, il me semble que j'ai répondu cette question un tout petit peu plus avant. Au bout d'un moment, en fait, on vit avec des matériaux d'une certaine manière. Il y a des choses qui existent, je sais pas, par exemple pour les hommes, des sweats, des jogging, des ballons de foot, on va vraiment faire très stéréotypé, et pour des femmes, du maquillage, des sacs à main. Il y a un moment, justement, la société ne propose pas de choix alternatifs, donc il faut bien reprendre ce qui existe pour faire quelque chose. Donc c'est pas une manière de valider, c'est juste que il n'y a pas d'autres moyens. Effectivement, là, avec le développement, on en parlait, le développement de vêtements plus fluides au niveau du genre ou autre, ça permet d'aller en dehors de cette catégorisation, sauf que là, il n'y a pas franchement de moyen de faire autrement que reprendre reprendre autre chose en fait, et c'est ce que j'expliquais, ou je l'ai peut-être pas expliqué ça, mais moi potentiellement je me maquille pas pour faire féminin, mais je me maquille parce que c'est classe, parce que c'est fashion en fait, parce que voilà, aujourd'hui j'ai mis du rose, ça envoie à la gueule, et c'est cool quoi. Moi je fais plutôt passer l'esthétisation du corps d'une certaine manière. Alors mon point de vue est très situé, mais je fais passer l'esthétisation et une forme de comment est-ce que je veux me voir en fait, tout simplement au quotidien. Pour parler un peu de ma vie en fait, je fais du drag en fait aussi en l'occurrence. Je fais du drag et donc du coup en fait le drag tout simplement, ça va être faire tout ce qu'on veut avec drag queen, drag king. Moi, en l'occurrence, je fais du drag queen, donc... Comment définir les drag queens? Potentiellement, plein de maquillage, des paillettes et faire absolument ce qu'on veut avec une image féminine. En gros, c'est dans le stéréotype de cette définition. Et donc de base, le fait de pouvoir s'appliquer en tant que drag queen des tonnes et des litres de maquillage et totalement déformer son visage, et du coup finalement ne plus ressembler à quelque chose d'attendu, parce qu'avec des sourcils qui remontent jusqu'en haut du front, des bouches qui sont totalement qui vont jusqu'au nez, des yeux qui sont extrêmement grands,
Voilà, c'est aussi à ce moment-là qu'on se rend compte que tout ce qu'on utilise, soit le maquillage, les vêtements, sont aussi des technologies, des sortes de prothèses. Ça, c'est des termes très de Preciado, mais des technologies, des prothèses qu'on va utiliser pour influencer, modifier sa propre apparence. Et donc, du coup, non, je n'utilise pas certaines choses typiquement pour être féminin, voilà, collé à un standard. C'est réutiliser tout ce qui peut exister de cool chez les attributs féminins, les attributs masculins, pour en faire une sorte de mix en fait. Potentiellement, c'est pas parce que je vais être aussi, ça passe aussi par le corps et autres. C'est pas parce que j'ai des habits féminins que je vais me comporter comme une femme. Et ça veut dire quoi en fait, tout simplement. Et inversement en fait. Et c'est là où justement c'est très politique parce qu'effectivement, je sais pas moi, n'importe quelle femme cisgenre qui ne s'est jamais posé ce genre de questions, qui met 3 tonnes de maquillage, ne va pas du tout avoir la même portée politique que si une personne non-binaire qui porte sa barbe avec 3 tonnes de maquillage, exactement le même maquillage que la fille du début et exactement habillée de la même manière, mais le rendu subversif et politique est profondément différent. Donc en fait, c'est pas forcément rejouer les stéréotypes si on utilise ces stéréotypes pour inventer autre chose qui justement sort de ces stéréotypes. Est-ce qu'on peut parler de Conchita Wurst J'avais peur de faire une erreur de prononciation. 10-15 secondes, Conchita Wurst, voilà, qui a été dans son personnage. Conchita Wurst est une drag queen en fait sur scène qui a gagné l'Eurovision il y a quelques années ça, mais qui avait profondément choqué. Pourquoi ? Parce que oh mon Dieu, c'est une femme à barbe ou enfin voilà, il y avait toutes ces questions-là qui se posaient en fait, qui n'auraient pas été la même chose si uniquement une femme cisgenre, en gros, se serait juste maquillée. Une femme qui se maquille, c'est normal. Un homme qui se maquille, c'est un PD. Et donc, dans ces rapports-là, il y a des choses à prendre en compte parce que les enjeux de pouvoir ne sont pas les mêmes. Et potentiellement, ce que je fais, mon identité, on en parlait tout à l'heure, mon identité n'est pas que du personnel. Elle fait partie du ressenti, mais est aussi une expression politique. Parce que je ne veux pas accepter que des hommes, dits hommes, assignés hommes, se cantonne à ne pas se mettre de maquillage par exemple, alors que encore une fois sur ces questions de maquillage, je sais pas, je vais peut-être être cliché, mais des gothiques ou des métalleux en gros peuvent porter du fard noir ou du trait noir sous les yeux avec du vernis noir, c'est pas un problème, c'est pas du maquillage, mais à partir du moment où juste on change de couleur, ça va être autre chose. Alors que concrètement, c'est aussi du maquillage de mettre du vernis noir, c'est aussi du maquillage. Marilyn Manson se maquille en fait concrètement. Et pourtant, ça n'a pas le même impact, alors que c'est la même chose quoi. On avait quoi ? Bon, alors on a Yask 13 Crime qui fait une grosse dédie aux régisseurs. Hein, merci encore. Les régis sont là depuis le début. Merci. Depuis 15h, toutes les émissions sont suivies par la régie. On a d'ailleurs un petit lien qui a été partagé de la chanson Fuck le 17 de 13 blocs, donc à cap cependant dans tous les sens du terme bien sûr. D'ailleurs niveau point technique, il y a plein de... Comment ça s'appelle les points d'exclamation là ? Les commandes. Voilà, les commandes, il y a des commandes, donc en fait tu peux les trouver sur notre compte Twitch et qui permettent d'avoir des messages automatiques. Donc par exemple on a la commande ACAB, on a plein d'autres commandes grève, 13-12, etc. Du coup on vous invite à aller noter sur le chat pour découvrir tous nos messages. On a Fancy Roddy qui dit c'est tout le délire RSE. Ah oui, c'était par rapport à notre discussion sur le pinkwashing, c'est tout le délire RSE, responsabilité sociale des entreprises, qui est complètement hypocrite dans les grosses corporations. Le pinkwashing en est un exemple. Et ça, typiquement, justement, il y avait une action à la dernière Pride contre le char Air France qui était passé dans la Pride, mais il y a plein d'autres chars à la Pride, il y a Tinder, etc. Mais notamment Air France qui va faire du gros pinkwashing dans son entreprise, mais qui par ailleurs va épauler l'État pour les déportations, en fait, et notamment d'exilés politiques qui viennent en France, en fait, pour pouvoir assumer leur identité LGBTQI de manière... Ou séropositive aussi. Oui, il y a tout aussi à fait. on n'a pas parlé de séropositivité, du coup, en l'occurrence, je ne sais plus exactement la loi que la France doit accueillir, il me semble, les personnes séropositives.
Je me trompe peut-être, hein, mais voilà, il y a ce refus. Enfin, il y a les médicaments, les chimios, les trithérapies. Donc la trithérapie, c'est l'ensemble de 3 médicaments que prennent quotidiennement les personnes séropositives. Donc du coup, effectivement, dans ce rejet, ce renvoi des personnes hors de France, il y a aussi une urgence sanitaire, en fait, on va dire, parce qu'il n'y a pas de considération que des gens meurent encore du sida dans le monde, que tous les continents, pays n'ont pas des accès à une médicalisation suffisante pour les personnes séropositives, et que voilà, le renvoi est concrètement dire allez mourir dans votre pays, en fait. Qu'on dise les mots clairement, quoi. C'est super. Voilà. On avait d'autres questions de chat? Non, du chat, là c'est bon, a priori. Alors, est-ce qu'on penserait pas à conclure du coup sur ce? Parce ça que fait déjà 1h30 qu'on vous raconte nos vies. Niveau programmation, nous avons, il est 18h30. Bah oui, c'est ça. Pas mal. Donc après une courte pause, on aura une super capsule sur le mépris de classe, si je ne m'abuse. Puis une autre mini capsule d'à nouveau 10 minutes que je vous présenterai, une super résistante anticoloniale qui est trop cool. Et après, on aura une dernière capsule sur l'actualité de la lutte, notamment à P8, ce qui va être aussi super chouette pour vous retenir informé de ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est quoi les enjeux. Donc au cas où ça ne sera pas mentionné, on rappelle que c'est quand le mercredi, il y a des super ateliers de littérature queer qui sont trop bien avec Claire Finch. De 15h à 18h, effectivement. Qui nous permet de conclure superbement sur tous nos débats pour continuer le débat avec nous en présence de la super Claire Finch. Tout à fait, c'est normalement en B034, après ça peut changer, de toute façon c'est un atelier donc c'est libre, c'est pas un cours, vous pouvez y aller comme vous voulez, l'idée voilà, c'est d'écrire ensemble et je pense que justement on pourra faire une petite capsule pour présenter cet atelier qui semble révolutionnaire et qu'il faut imposer dans cette fac un queer vénère. Tout à fait. C'est ça, on veut plus de queer dans nos facs. Voilà. Ça serait bien. Bon bah du coup merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous fait plein de bisous. Cool. Pensez à être queer tous les jours et mettre des paillettes dans la vie de tous les gens qui vous entourent parce que c'est trop bien les paillettes. Et à Cab, hein, bien sûr. Et à Cab toujours, hein, on n'oublie pas. Ciao. Bon, bisous, ciao ciao.